Alors bonjour et bienvenue à cette webconférence sur le contrôle parlementaire des exportations d'armement, perspective française, débat européen, et que je suis très heureux d'animer ce soir. Je suis particulièrement heureux d'animer ce débat qui est co-organisé par l'IRIS et par Confrontation Europe. Et je voudrais à ce titre notamment remercier Jacques Maire, qui est membre du conseil d'administration à la fois de ces deux maisons et de nous avoir donné la possibilité de faire cet événement en coopération, ce qui est un grand plaisir de pouvoir réunir ces deux maisons que je connais bien. Euh, je vais juste en introduction très rapidement de notre conférence commencer par une double mise en contexte euh, qui viendra définir la toile de fond de nos échanges sur la question du contrôle parlementaire des exportations d'armement. Il me semble que euh, cette mise en contexte, ce contexte, il peut être lu à deux échelles. D'abord au niveau français, où les questions d'export d'armement sont clairement un outil de la politique étrangère de la France, et ils obéissent avant tout à une logique stratégique et militaire, et ont fait pendant longtemps consensus en France. Enfin, pendant longtemps, au moins jusqu'en 2015, puisque à partir de 2015, on assiste avec l'intervention saoudienne au Yémen à un effritement de ce consensus avec parfois une forte remise en cause de la politique d'exportation à destination des pays du Golfe. Au niveau européen, c'est les divergences des politiques d'exportation d'armement qui sont régulièrement pointées du doigt comme autant d'obstacles à la création d'une véritable autonomie stratégique européenne et notamment comme obstacle à une intégration et à une coopération plus grande des bases industrielles de défense. Donc, ces deux éléments de contexte sont en toile de fond du rapport qui a été remis le 18 novembre dernier par les députés Jacques Maire et Michel Tabarot en conclusion des travaux de la mission d'information sur le contrôle des exportations d'armement qui nous donne l'opportunité de cet échange aujourd'hui. Vous trouverez dans l'onglet à votre droite, dans les documents à distribuer, le rapport de Jacques Maire et Michel Tabarot. Et j'aurai le plaisir donc d'animer des échanges avec trois panélistes de qualité. Jacques Maire, donc, député des Hauts-de-Seine, co-auteur du rapport sur le contrôle des exportations d'armement, membre également du conseil d'administration des deux structures qui accueillent ce débat. Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme Armement et dépenses de défense au CIPRI à Stockholm et auteur d'une thèse sur les questions d'exportation d'armement. Jean-Pierre Molny, enfin, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste des questions de défense françaises et européennes. Et je voudrais commencer peut-être cet échange par revenir sur cette exception française en matière de contrôle parlementaire, en me tournant tout d'abord vers vous, Jacques Maire. Dans votre rapport, vous plaidez pour la mise en place d'une délégation parlementaire au contrôle des exportations d'armement, ce qui serait en soi une petite révolution en France où il n'existe pas en tant que tel de contrôle parlementaire de ces exportations. Alors, est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur les éléments qui viennent justifier pour vous la création de ce nouveau pouvoir parlementaire et nous en préciser quelque peu le contenu? Alors, oui, bien sûr. D'abord, merci pour votre invitation par deux organismes que j'apprécie beaucoup. Et puis, merci aussi de cette table ronde, puisqu'en fait, à la fois Jean-Pierre Molny et Lucie Béraud-Sudreau m'ont vraiment aidé dans ce travail avec Michel Tabarot pour pouvoir faire en sorte d'aboutir à un niveau de compréhension du contexte et aussi d'attente de la société qui soit le plus précis possible. Et donc, je les remercie vraiment fortement. Et puis, merci aussi, Edouard, pour animer ce moment d'échange sympa. Euh, le sujet est difficile parce qu'effectivement, première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les parlementaires feraient un rapport? Tout se passe plutôt bien du point de vue, je dirais, du complexe militaro-industriel. On vit entre nous depuis des années. On n'a pas vu grand-chose changer dans notre vie quotidienne. Et donc, à quoi bon finalement avoir comme ça l'interpellation d'un acteur qui est à la fois légitime sur le plan institutionnel, mais absent de ce sujet. Il faut savoir qu'à l'origine du rapport, il existait une demande de commission d'enquête qui venait de députés de la majorité, et une commission d'enquête
part du principe qu'il y a une présomption quelque part de mise en défaut de l'action de l'exécutif. Sinon, on fait des choses un peu plus simples. Donc, que les députés de la majorité fassent une commission d'enquête, demandent une commission d'enquête, fût-elle une génération de députés extrêmement jeunes, montre quand même que nous sommes dans un environnement parlementaire dans lequel, à la différence d'il y a peut-être 25 ou 30 ans, il y a une toute petite minorité des députés qui ont fait leur service militaire. C'est la même chose pour les journalistes, évidemment, ce n'est pas uniquement une question de sexe aussi, c'est une question de service obligatoire. Et donc, ce qu'on voit, c'est une distanciation progressive assez forte entre, évidemment, le secteur de l'armement et le secteur militaire et le reste de la population. Donc, j'irai très très vite là-dessus, mais on l'a vu à de nombreuses reprises sur beaucoup de choses. Le Yémen en a été peut-être un petit peu l'origine en termes de cristallisation d'une crise économique qui est liée à des exportations d'armement français. Et ça s'est traduit par une grosse mobilisation des ONG. Donc, le rapport en parle dans le détail, une mobilisation des ONG avec un modèle d'articulation entre ONG et médias qui est assez innovant et qui est très efficace. Pas uniquement dans le plaidoyer, mais aussi dans la dénonciation, voire dans le fait d'apporter des éléments de preuve. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on peut géolocaliser une agression, éventuellement une infraction, voire un crime, de façon rapide et immédiate. Et voilà, question un petit peu d'asymétrie énorme entre un gouvernement interpellé par des ONG qui sont elles-mêmes très documentées finalement, et un gouvernement qui se réfugie derrière le secret défense pour ne pas pouvoir expliquer sa politique publique. Ça, c'est le premier risque, un risque en fait de dégradation. Le deuxième risque, il est juridique. Là, j'irai très très vite. Deux textes importants depuis une dizaine d'années, la position commune 2009, le traité sur le commerce des armes, et les États qui l'ont signé à l'époque ne pensaient pas que ces textes allaient créer des droits aux partis. Et c'est un peu à la stupeur des uns et des autres, notamment en France, qu'on a vu se développer ce contentieux qui, de mon point de vue et du point de vue de Michel Tabarot, n'a que peu de chances de prospérer à court terme en France, mais qui prospère et qui produit des suspensions, voire des annulations de licences à l'étranger. Et quand on voit la dynamique à la fois sur le plan droit administratif et sur le plan pénal, on se dit que le chemin qui a été parcouru pendant 15 ans, si on le projette dans les 15 ans qui viennent, montre qu'il y aura un changement de paradigme. Voilà, dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous avons comme philosophie? Quelque chose de très très simple. Nous ne pensons pas qu'il faille organiser un guichet supplémentaire dans lequel les entreprises aillent quémander une licence auprès de l'Assemblée. On n'a pas les moyens. Ce n'est pas en plus conforme aux institutions. Mais nous pensons que le fait de faire intervenir un acteur tiers qui est légitime sur le plan institutionnel, qui représente, je dirais, la société française dans sa diversité, dans ce dispositif, mais de façon ex post, c'est-à-dire le fait de pouvoir illustrer d'éventuelles difficultés, manquements, interrogations auprès du gouvernement directement au plus haut niveau, mais dans un contexte de confidentialité, doit être quelque chose qui peut marcher. Ça a marché, par exemple, dans le domaine du renseignement, à travers la délégation au renseignement, à travers la Commission nationale des écoutes téléphoniques, ça a marché à travers la commission de déclassification du secret défense, bref, des domaines qui étaient tabous, et on voit que la société est capable d'avoir cet arbitrage entre confidentialité et évidemment et contrôle. Je pense que ça peut apporter de la valeur à ce sujet. Je pense que ça a aussi un autre élément qui peut être utile, c'est alimenter le débat public. Et je terminerai là-dessus en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, le débat à l'Assemblée n'apporte aucune valeur ajoutée puisque c'est simplement, ce sont des députés d'opposition qui sont alimentés par les ONG et qui posent les questions des ONG, qui sont d'ailleurs des questions légitimes, et c'est le ministre qui défend, je dirais, de façon très limitée les cas évoqués parce qu'elle n'a pas les moyens de parler. S'il y a effectivement un acteur tiers qui peut faire en sorte de rendre compte de son travail sur le sujet, tout en ne déflorant pas évidemment les sujets classifiés, je pense que ça aura une vraie valeur ajoutée et on pourra avoir un espace de débat démocratique sur le sujet à peu près une fois par an, tout en ne franchissant pas les règles du secret défense. Parfait, merci beaucoup pour cette première réponse. Avant de me tourner vers Jean-Pierre Molny, je voudrais vous rappeler aux uns et aux autres que vous pouvez poser des questions tout au long de la visio dans l'onglet qui est sur votre droite et je poserai vos questions sur la dernière demi-heure de notre panel et de notre échange. Et je vais maintenant me tourner du coup vers Jean-Pierre Molny.
Euh, Parce que le débat sur la création d'un contrôle parlementaire des exportations d'armement, c'est pas un débat récent en France. Et du coup, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur l'évolution de ce débat, dans l'appréhension de cette question aux Français, et avoir votre sentiment sur est-ce qu'on est prêt en France à passer cette étape, cette petite révolution que Jacquemer et Michel Tabarot appellent de leur vœu. Ce que je pense, c'est que c'est une évolution progressive et d'abord, c'est une évolution sociétale. L'évolution sociétale, c'est tout simplement ce besoin qu'ont les citoyens qu'il y ait une transparence sur les politiques publiques. Et cette évolution sociétale, elle a été progressive tout au long des années, depuis 30 ans. Il n'y a pas en vérité de véritable rupture. Les ruptures, elles sont en fait dans la façon dont, à un moment donné, le Parlement fait, j'ai envie de dire, un saut d'échelle, justement pour faire progresser le contrôle. Je vais vous donner des exemples très précis. Moi, je me souviens, la première étape, ça a été la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'est posé la question, ah mais on a vendu des armes à l'Irak qui sont retournées contre nous. Et ça a été la première crise, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je me combats un peu l'idée qu'il puisse y avoir un consensus sur les exportations d'armement. C'est un débat politique comme tous les débats politiques. Donc il y a des personnes qui soient pour, des personnes qui soient contre. C'est le débat démocratique. Et moi, je me souviens donc de très bien voir Pierre Joxe arriver comme ministre de la Défense en 1990 et diffuser aux parlementaires un premier document sur les exportations d'armement de la France. Et là, je vais faire sourire plutôt Lucie Béraud-Sudreau. Il y avait des super planches du CIPRI avec des tampons confidentiels défense dessus. Donc, c'était le contrôle Made in 1990. Il y a eu une deuxième étape dans le contrôle, qui est peut-être l'étape qui a été la moins, conflictuelle. Ça a été l'étape de 1998-99, en fait, quand les Britanniques nous ont proposé le code de conduite sur les exportations d'armement, qui est devenu la position commune, parce que c'est une initiative britannique au départ, hein, qui a été acceptée par les Français. Et au même moment, on a eu cette idée d'avoir un rapport au Parlement sur les exportations d'armement, un vrai rapport. Et ce qui est très intéressant sur ce qui s'est passé à cette époque-là, et moi je l'ai bien vécu parce que j'étais à ce moment-là, j'ai envie de dire un peu de l'autre côté de la barrière, puisque j'étais chargé de mission au président de la commission de la défense de l'époque, qui était Paul Quilles, c'est que à la fois le gouvernement et le Parlement, on a fait la même proposition, séparément. On a dit, voilà, il faut véritablement un rapport au Parlement sur les exportations d'armement. Et à cette époque-là, on n'a pas passé le saut, si je puis dire, de la délégation parlementaire. Mais on s'était déjà posé la question. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'était la fin des années 90. Et il s'est écoulé encore 20 ans, et les ONG, elles ont commencé à être actives à partir du milieu des années 90. Là aussi, c'est pas né avec l'Arabie Saoudite. Hein. Je veux dire, ce sont les ONG qui poussent la Convention sur les mines antipersonnelles, ce sont les ONG qui vont pousser contre les armes sous munitions, ce sont les ONG qui sont à la base du traité sur le commerce des armes. Donc il est évident que quand est survenue, si je puis dire, la question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite qui ont finalement conduit à ce qu'il y ait ce rapport d'information qui soit conduit par la Commission des Affaires étrangères, et je pense que c'était véritablement une excellente initiative, il est évident qu'on ne pouvait pas ne rien faire. Et que la délégation parlementaire, ça va être un progrès, effectivement, en termes de contrôle parlementaire. Mais attention, hein, à partir du moment où vous avez un rapport au Parlement sur les exportations d'armement, vous avez quand même déjà une capacité de contrôle, parce que c'est déjà la transparence qui fait le contrôle. Ce qui va se passer avec la délégation parlementaire, c'est que la transparence, ça va être renforcée, puisque les parlementaires qui feront partie de cette délégation auront, si je puis dire, des informations beaucoup plus précises. Et c'est toute la question, effectivement, du secret défense. Là, il va se poser quand même une petite difficulté, mais qui est extrêmement, enfin, j'ai envie de dire, c'est très difficile à résoudre à ce niveau-là, savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Il est évident que on verra sans doute les ONG dire oui, mais c'est insuffisant parce que on va voir quelques personnes
avoir un pouvoir d'information qui va être renforcé, mais ce ne sera pas le cas de tous les citoyens. Donc là, moi, j'appelle un peu l'attention de Jacques Maire. Il faut absolument que le rapport, ce qui sera produit dans le cadre de cette délégation, soit quelque chose qui soit véritablement, je ne vais pas dire intrusif, mais qu'on voit qu'il y a véritablement un contrôle, des questions qui sont posées. J'avoue que quand j'ai vu effectivement, je connaissais un peu, mais la façon dont travaillaient les Britanniques sur le sujet, et c'est vrai qu'ils ont une culture parlementaire qui est différente, qui est au fond très poussée à ce niveau-là, ben, on voit que le Parlement, il n'est pas nécessairement sur la position du gouvernement, il pousse le gouvernement, il fait des rapports, et le gouvernement répond aux parlementaires. Et ça, je pense que c'est la bonne pratique démocratique. Et il va falloir, effectivement, à mon avis, que à la fois les parlementaires et à la fois le gouvernement fassent cette mue de telle manière à avoir un contrôle qui soit, je ne sais pas si on peut parler d'efficacité, mais qui pousse tout le monde dans le bon sens. Voilà. Parce que je pense que tout le monde a y gagné, et je pense que le gouvernement est au fond très embêté sur cette question de l'Arabie Saoudite, parce que d'un côté, je pense qu'il y a des choses qui sont assez sérieuses qui sont faites en termes de contrôle. Mais après, il y a un lien politique avec l'Arabie Saoudite qui fait que on ne peut pas véritablement dire « Ah ben non, on ne va plus vous vendre des armes ». En fait, il y a des restrictions qui existent, mais simplement, on ne peut pas les rendre publiques. Et en même temps, parfois, les restrictions sont peut-être insuffisantes. Donc j'espère que tout ça, cette délégation parlementaire, va permettre de rationaliser tout ça. Et puis, deuxièmement, je suis très content que dans le rapport, Jacques Maire ait repris un petit peu ce que nous faisions à l'IRIS, mais il y a 20 ans, c'est-à-dire une réunion où on met tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les parlementaires, le pouvoir exécutif, les administrations, les ONG, les industriels, les think tanks, et puis on débat très librement et de manière très approfondie sur ces questions d'exportation d'armement, et ça permet finalement à chacun de se connaître et à chacun d'expliquer ses positions de manière très très précise. Et le but, encore une fois, dans ce cas-là, n'est pas de créer du consensus, mais c'est simplement de mieux comprendre quels sont les objectifs, les contraintes parfois des acteurs, des uns et des autres. Et ça, je pense que ce serait une excellente chose qu'on puisse également remettre en place une telle enceinte. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vais maintenant me tourner vers Lucie Béraud-Sudreau, à qui je vais demander de nous apporter une perspective un peu européenne. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une exception française en Europe au sujet des pouvoirs actuels du Parlement dans le contrôle des exportations d'armement, et dans quelle mesure les propositions qui sont portées par le rapport de Jacques Maire et Michel Tabarot vous semblent rapprocher le système français des autres grands systèmes européens? Peut-on, plus généralement, parler d'une convergence de ces systèmes? Merci beaucoup pour cette question, et je voudrais te remercier tout d'abord, Edouard, ainsi que l'IRIS, pour m'avoir invité à participer à cette table ronde autour de la publication du rapport de Monsieur Maire et de Madame Tabarot, en compagnie donc de Monsieur Maire et de Monsieur Molny. Je suis vraiment très honorée d'être là ce soir avec vous. Et je voudrais juste rapidement souligner encore une fois à quel point ce rapport est historique, puisqu'il n'y avait pas donc eu de travaux parlementaires de cette ampleur sur ce sujet depuis 20 ans, comme l'a rappelé Monsieur Molny. On se souvient que donc ce nouveau rapport vient à l'origine d'une demande faite par le député Sébastien Nadeau, donc dans le cadre des débats soulevés par les ventes d'armes françaises en lien avec la guerre au Yémen. Et donc c'est un travail que je veux saluer, parce que si les mesures proposées sont effectivement mises en œuvre, c'est donc historique, puisque cela constituerait une véritable rupture dans la manière dont le contrôle des exportations est réalisé en France. Pour revenir à la question que tu me poses sur la comparaison des systèmes européens, on trouve en effet des différences significatives en Europe dans le contrôle du Parlement dans le rôle du Parlement en matière de contrôle des exportations. Il y a des différences sur le plan de la transparence, c'est-à-dire l'information qui est disponible, des différences dans la place que peut avoir le Parlement dans le processus de contrôle, et plus généralement dans la place du Parlement sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier dans le domaine de la défense. Donc, chaque pays a ses propres règles. Donc, la France n'est pas proprement parlé une exception.
mais elle est en retard sur les aspects de la transparence et du rôle du Parlement dans le contrôle export par rapport à d'autres grands exportateurs européens. Donc, je pense qu'une partie des propositions du rapport de M. Maire et de Mme Tabarot vise à remédier à ce retard, enfin à y pallier, en tout cas en grande partie. Donc si une partie des mesures proposées sont adoptées, la France pourrait tout d'abord se rapprocher du niveau de transparence qui existe chez nos voisins. Donc si on regarde par exemple le contenu du rapport annuel au Parlement qui existe actuellement, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer parce que ça revient assez souvent à l'idée de dire qu'on est les meilleurs en termes de transparence. Ce n'est pas vrai. On est loin derrière nos voisins dans ce domaine et pour ma part, je ne vois pas vraiment pourquoi c'est le cas parce que les données dont on aurait besoin et qui sont recommandées par le rapport de M. Maire et Mme Tabarot, elles existent, elles sont disponibles auprès de l'administration, donc ça ne coûterait pas bien cher, entre guillemets, de les publier. Donc parmi ces recommandations, on trouve donc d'une part mettre au niveau le rapport annuel au Parlement français au même niveau que les données qui sont publiées déjà par la France dans les régimes internationaux, que ce soit au niveau de l'ONU ou du traité sur le commerce des armes. Donc, cette information en fait, est déjà publiée ailleurs, mais pas dans le rapport qu'on donne aux parlementaires. D'autres éléments seraient de fournir des informations plus détaillées sur les matériels vendus par la France, en particulier sur les types d'équipements et les quantités, sur les bénéficiaires des livraisons au sein de l'État client, sur l'utilisation finale déclarée des équipements, et enfin inclure les technologies à double usage dans le rapport. Donc, comme je disais, je pense que ces informations sont déjà disponibles au niveau de l'administration, donc ça pourrait effectivement être publié déjà dès le prochain rapport au Parlement si besoin. Un autre aspect de la transparence qui est mis en avant dans le rapport, et je pense qu'il est assez important à souligner aussi, c'est la publication du processus de raisonnement qui est suivi par la CIEMJ. Donc la CIEMJ, c'est la commission de contrôle des exportations du matériel de guerre. Dans la plupart des autres pays européens, les critères de la position commune européenne sur les exportations d'armement ont été transcrits dans la loi. Ça fait partie de la législation. Donc en fait, c'est un élément qui est public. Et les gouvernements sont donc amenés à rendre des comptes par rapport à cela. Donc en France, ce n'est pas le cas. Donc là encore, la question peut être posée de pourquoi ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire comme nos voisins. Et si on regarde chez d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suède, dans ces pays, les régulations ou les guidelines, comme il peut être dit parfois, sont rendus publics. Donc, ce qui veut dire qu'on sait comment sont jugées les licences par le gouvernement et par l'administration. En France, donc, on ne sait pas selon quels critères les licences sont évaluées. En tout cas, ce n'est pas public. Donc, les rapporteurs proposent de mettre fin à cela. Il me semble que ce serait en effet un pas en avant. Donc ça, c'était au niveau de la transparence. Sur la place du Parlement dans le contrôle des exportations, effectivement, si les mesures proposées, donc cette idée de délégation parlementaire est mise en œuvre, on aurait, comme l'a dit M. Monu tout à l'heure, un rapprochement qui serait plutôt vers le modèle britannique. Donc, pour l'instant, le Parlement français n'a pas de moyens de contrôle, à part donc, le rapport annuel, mais c'est assez limité. Donc, ce qui diffère de nos voisins européens. Mais la solution proposée donc, nous rapprocherait du modèle britannique, donc déjà d'une part en prenant en compte à la fois le matériel de guerre et le double usage, ce qui est le cas au Royaume-Uni. Et je pense que ce qui est assez important à noter ici, c'est que le Royaume-Uni est en fait le pays européen qui a une politique d'exportation qui est la plus similaire à la nôtre. Donc finalement, se rapprocher de ce modèle-là ne devrait pas dans l'absolu nous poser de problème. Il y a une des faiblesses qui est soulignée par le rapport de M. Maire et Mme Tabarot sur la solution institutionnelle telle qu'elle existe au Royaume-Uni. Donc je cite le rapport, c'est-à-dire que la qualité du travail réalisé par le comité, donc ce comité de contrôle parlementaire anglais, dépend largement de l'implication du président du comité et du niveau d'investissement des parlementaires qui en sont membres. Donc, on peut voir effectivement cela comme une faiblesse, mais il me semble que de fait, ce n'en est pas vraiment une. C'est les règles du jeu démocratique. Ça dépend des parlementaires qui sont investis par les Français. Et donc, si les Français votent pour des parlementaires qui ne considèrent pas les ventes d'armes comme un enjeu prioritaire ou qui sont d'accord avec la politique menée par le gouvernement, c'est la règle du jeu, ce sera les gens pour qui on aura voté. Si les Français votent à l'inverse pour des députés ou des sénateurs qui ont une vision différente de celle du gouvernement par rapport aux ventes d'armes ou qui souhaitent s'engager dans le contrôle, ce seront ces gens-là qui seront élus et donc on pourra en tenir compte. Donc je pense que vraiment ça permettrait de renforcer effectivement le débat et le contrôle démocratique. Et je voudrais juste, pour finir sur cette question, citer effectivement le rapport. Je pense qu'il y a une phrase qui est assez importante. Il est écrit que
Les rapporteurs considèrent que l'opacité actuelle alimente les controverses sur la politique d'exportation de la France. Dans notre pays, l'exécutif est jugé partie de la qualité du processus d'examen des demandes de licence, notamment quant à l'examen rigoureux du respect du droit international humanitaire. Cette situation n'est pas à la hauteur d'une démocratie mature organisant un contrôle de l'action publique. Je pense que c'est un élément assez important, parce qu'effectivement, non seulement mettre en place cette délégation nous rapprocherait de nos voisins, mais surtout, ça nous mettrait au niveau d'une démocratie mature organisant un contrôle de l'action publique. Merci beaucoup, Lucie. Alors, je voudrais me retourner vers Jacques Maire. Tout d'abord parce que vous avez été interpellé à la fois par Jean-Pierre Molny et par Lucie Béraud-Sudreau sur cette question du niveau d'investissement parlementaire et sur la capacité du Parlement à être suffisamment alors intrusif ou disons à faire pleinement usage de son pouvoir de contrôle. La question que j'avais envie de vous poser par rapport à ça, c'est typiquement lors de la présentation de votre rapport, comment est-ce que les parlementaires ont reçu votre proposition? Est-ce qu'il y a une appétence chez les parlementaires pour exercer un tel contrôle? Et je vais en profiter pour vous poser une autre question plutôt sur le volet européen et donc de transitionner vers le second thème sur lequel je voulais vous interroger tous les trois et notamment c'est une question qui est vraiment séparée et on a donc souvent pointé les différences de politique d'exportation des 27 comme un obstacle à l'intégration, à la coopération en matière d'armement, en matière de consolidation industrielle. Est-ce que vous partagez cette interprétation d'une part et si oui, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ce contrôle parlementaire, ce rôle du Parlement français que le Parlement français pourrait prendre, pourrait ou non faciliter les choses dans cette perspective? Alors, d'abord, je voudrais modérer un peu des commentaires qui font cas d'une espèce d'une rupture, en fait. Il faut être très prudent par rapport à ça. Nous ne sommes pas vraiment dans la rupture. Nous sommes plutôt dans l'évolution hyper progressive parce que c'est vraiment la condition qu'il se passe quelque chose. On hérite d'une culture politique qui a ses avantages et ses inconvénients. Parmi ce qui est perçu comme étant ses avantages, c'est effectivement le consensus français. Alors, il n'y a pas de consensus français, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Pierre Molny sur il n'y aura pas de consensus et ce n'est pas nécessaire, sinon ce ne serait pas démocratique sur faut-il ou pas exporter. En revanche, il y a probablement un consensus très large sur oui, la France a dans sa vocation une dimension, comment dire, mondiale, dans sa vocation à contribuer à la sécurité internationale, finalement, à travers sa politique de dissuasion nucléaire qui ne fait pas forcément plaisir, à travers sa présence au Conseil de sécurité, au fait qu'elle est la principale alimenteur du Conseil de sécurité sur les conflits en cours, qui sont, pour ceux qui sont traités essentiellement africains, par rapport à sa pratique de participation aux opérations de maintien de la paix, aux opérations extérieures, etc. Et de ce point de vue, l'armement en fait partie. Voilà. Et par rapport à cela, évidemment, l'immense avantage de l'institution française, c'est l'agilité de l'exécutif, qui n'a pas à chercher un consensus pour être par moment premier entrant ou premier réagissant. C'est quelque chose qui est très ancré dans les institutions, donc on ne peut pas mettre en place, pour ceux qui prendront un petit peu d'attention sur la façon dont on rédige les choses, quand même, je le précise, hein, nous ne proposons pas immédiatement la création d'une délégation parlementaire, on propose une phase intermédiaire. Et nous ne proposons pas non plus d'avoir accès à ce stade à de l'information classifiée, parce que nous pensons qu'il faut y aller progressivement. Mais ce que nous pensons en revanche, c'est qu'il est possible, sans accès à l'information classifiée, de faire un vrai travail de contrôle. Et d'ailleurs, on a voulu l'indiquer par ce propre rapport. Ce rapport est un petit peu la preuve pour nous qu'on peut faire le contrôle sans avoir à créer des préalables institutionnels trop lourds. Il suffit simplement de vouloir. Au-delà d'une mission parlementaire, il faut l'organiser. Donc, en face de nous, il y a un environnement qui est très inquiet, qui estime que ça peut déstabiliser la France et que ça peut même fragiliser un potentiel à l'export. Je reviendrai sur ce sujet ultérieurement. Donc, la pratique que nous connaissons dans la Ve République, avec cette répartition des pouvoirs extrêmement forte,
est celle finalement d'une introduction du fait parlementaire d'une manière très progressive dans le contexte en fait d'une communauté de travail avec l'exécutif. C'est un peu comme ça que ça se passe en général et c'est comme ça que ça peut marcher. Est-ce que ça intéresse les parlementaires, cher Édouard? En fait, pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi? Parce que le temps de travail d'un parlementaire, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et il va l'allouer là où il a de l'impact. Et donc, s'il a peu d'impact, alors que ce n'est pas un sujet qui est fondamental dans le débat politique français, pourquoi irait-il consacrer du temps et de l'énergie sur ce sujet? Donc, il n'y a pas un appétit extrêmement important, je le dis très clairement. Il y a probablement une dimension humaniste, effectivement, qui est un peu supérieure à la tradition de la raison d'État dans les nouvelles générations, mais ça ne justifierait pas un investissement massif. Donc, il faut qu'il y ait un impact pour qu'il y ait cette implication. Et cet impact, effectivement, parce qu'on pourrait dire, dans le contexte existant, vous faites votre rapport et vous posez toutes les questions que vous souhaitez dans les commissions. En fait, ça ne crée pas la commission de travail et ça ne crée pas l'impact. Donc voilà, donc nous y allons très très progressivement et nous souhaitons créer cette communauté de travail en fait entre l'exécutif et le législatif et évidemment rendre compte à la population. Est-ce qu'on peut rendre compte? La preuve, on fait un rapport qui rend compte. Donc on peut rendre compte d'activités de contrôle sans aller sur des sujets qui sont classifiés. Voilà, donc on pense avoir prouvé par l'action même de mettre ce rapport sur la place publique et d'en créer un débat. Ensuite, sur la question de l'intégration européenne, c'est évidemment pour nous l'enjeu important. Alors, je nierai pas l'aspect tactique de cette dimension dans le rapport. On est entre nous, mais on sait parfaitement que tactiquement, la France a besoin d'aller vers le marché européen. Elle est plutôt crainte que attendue sur le plan de la consolidation de ce marché. Une des raisons, c'est effectivement la proximité je dirais, de la BITD française, comme on dit à Paris, avec l'État. De ce point de vue, il n'y a probablement pas le cynisme qu'on peut voir dans d'autres industries européennes pour qui être présente soit dans l'État d'origine, soit dans un État tiers pour produire n'est pas un problème. Ici, il y a quand même probablement force et faiblesse, une communauté de pensée entre l'industrie et le monde de la défense qui est un peu unique. Malgré tout, quand on se dit que le choix du client, notamment le client européen, c'est probablement la meilleure façon de dérisquer un peu ces exportations vers des pays qui sont plus sensibles, il y a un reproche qui nous est fait, bien sûr, c'est que la France est hémiplégique dans le fait de porter sa politique d'armement à l'étranger. Hémiplégique parce qu'elle ne le porte que par le biais de l'exécutif et pas par le biais parlementaire. Donc, s'il y a un prix à payer pour être un peu plus, je dirais, en phase en termes de posture politique, en termes de capacité de dialogue avec nos interlocuteurs des pays partenaires, ça nécessite de donner un pouvoir à l'acteur parlementaire. Et de ce point de vue, je dis quelque chose que j'indique dans le rapport avec Michel, c'est que quand le gouvernement a besoin de nous pour, par exemple, mener des discussions avec le Bundestag sur la façon dont on va pouvoir ou ne pas pouvoir exporter ou créer les conditions de production du SCAF, il nous emmène, il nous invite à aller contacter le Bundestag. En réalité, on le fait, mais on le fait sur une base qui est une base finalement très intuitive. Et quand les Allemands nous demandent de créer un outil qui s'appelle exportation d'armement au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui est assez opérationnelle en réalité depuis 2 ans, dans ces cas-là, on voit bien que les Allemands ont un gros appétit, les Français ne l'ont pas. Et pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que n'ayant pas d'impact, pas de compétences en la matière, ils ne vont pas s'investir. Donc, il nous semble, nous, vraiment important, on ne peut pas réclamer un rôle d'animateur parmi d'autres du débat européen sur l'armement et son intégration sans faire du pilier parlementaire un pilier qui peut discuter avec ses collègues. Merci beaucoup. Lucie, je vais revenir vers vous. Il y a un constat qui est fait dans le rapport et qui vient d'être évoqué par Jacques Maire, c'est celui d'une défiance européenne vis-à-vis de la France et de sa politique d'exportation d'armement. Est-ce que, tout d'abord, vous partagez ce constat? Et si c'est le cas, comment
pensez-vous que nous pouvons le surmonter? Et est-ce que l'hypothèse qui vient d'être avancée et qui est proposée par le rapport de Jacques Maire et Michel Tabarot, est-ce que ça vous semble une piste crédible ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je rejoins, donc c'est ce que monsieur le député vient d'évoquer, cette défiance européenne qui existe vis-à-vis de la politique française d'exportation d'armement. Je suis tout à fait d'accord sur ce constat, vu mes expériences tant sur les questions de politique de défense européenne, puis maintenant étant basée à l'étranger, je le vois encore aujourd'hui. Et cette défiance existe. Et en fait, il faut vraiment prendre en compte que les pays européens ont chacun des visions différentes de ce qu'est la politique industrielle de défense d'une part, de ce que sont les exportations et leurs sensibilités. Et si on regarde même plus largement, il y a une incompréhension dans de nombreux États face à la question de l'autonomie stratégique qui sous-tend également la politique des ventes d'armes en France. Donc, il y a d'ailleurs un graphique qui est assez parlant, qui a été reproduit dans le rapport, qui montre quels sont les différents ministères qui sont responsables des questions des ventes d'armes dans les différents pays européens. Et on voit qu'il y a des différences assez fortes. Donc, chez certains pays ou des régions en ce qui concerne la Belgique, le contrôle export relève des affaires étrangères. C'est le cas de la Suède ou de la Flandre. Ailleurs, c'est une question économique industrielle. C'est par exemple le cas de l'Allemagne, de la Hongrie, du Royaume-Uni ou de la Wallonie. Et chez d'autres encore, donc comme chez nous, c'est plutôt la défense. C'est aussi le cas du Portugal. Donc on voit que les exportations sont vues sur différents prismes, mais ce sont donc différents enjeux qui s'entremêlent là pour les différents États européens. Et il y a cette impression qui est partagée, c'est d'ailleurs ça se retrouve surtout chez les parlementaires européens avec qui j'ai pu discuter, c'est l'idée que la France n'est pas assez rigoureuse dans ses exportations d'armement. Donc évidemment, ce n'est pas le cas, mais on ne peut pas faire abstraction, il me semble, de l'image qu'on renvoie auprès de nos partenaires. En diplomatie, et y compris en diplomatie européenne, l'image et les perceptions, ça compte. Donc, je pense qu'effectivement, il est important de donner des gages, de faire des gestes pour montrer, un, que cette perception est fausse, mais deux, que la France fait aussi des efforts pour prendre en compte les positions de ses partenaires. On ne peut pas construire l'Europe de la défense tout seul. Il faut, je pense que la France cesse de vouloir essayer de faire l'Europe de la défense aux conditions de la France elle-même, d'être moins arrogant et d'entendre les inquiétudes et les perceptions de ceux avec qui on veut construire cette Europe de la défense. Donc, je pense qu'effectivement, ça passe sur une question d'un compromis également sur le contrôle export. Et c'est une précondition, je pense, indispensable pour bâtir une BITD européenne, ce qui est un des objectifs de la France. Donc, comment surmonter cette défiance? Donc, cette idée de délégation interparlementaire, je pense qu'effectivement, ce sera un très bon premier pas. Et pour rendre à César ce qui est à César, je me souviens d'avoir entendu cette idée déjà évoquée par Jean-Pierre Molny il y a quelques années, donc peut-être qu'il pourra aussi élaborer un peu sur ce sujet. Donc le rapport propose donc ce dialogue au niveau des parlementaires entre la France et l'Allemagne, qui pourrait éventuellement s'étendre aux autres pays partenaires européens, notamment les membres de la Letter of Intent. Donc à voir parce que le Royaume-Uni en fait partie, donc il faut voir aussi comment ça s'articule sur les enjeux UE, etc. Mais en tout cas avec les autres principaux producteurs européens. Et donc comme M. Maire vient de le rappeler, cette proposition est plutôt bien vue du côté allemand. Et je pense que ce serait vraiment un excellent signal et un premier pas vers plus de compréhension mutuelle. Et pour que cela soit utile, il faut vraiment que ce cadre aussi permette aux parlementaires des différents pays de discuter des questions qui fâchent. Donc, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'Arabie Saoudite? Quelle est la politique étrangère de chaque pays sur l'Arabie Saoudite ou sur d'autres pays vers qui les exportations sont controversées? Je pense qu'effectivement, ce serait vraiment un bon cadre pour dégager, sinon du consensus, au moins ouvrir les discussions en dehors des canaux traditionnels entre administrations. Et un deuxième aspect que j'aimerais évoquer, pour le coup, qui ne fait pas partie du rapport, mais je pense qu'on peut tout de même y penser, c'est aussi le rôle de la société civile. Donc, je pense que ça peut aussi être un autre lieu de dialogue entre Européens. Donc, certes, les ONG sont déjà bien organisées au niveau trans-européen, il y a déjà des discussions entre ONG des différents pays, mais je pense que ça pourrait être aussi un endroit où la France pourrait donner des gages en se montrant un peu plus à l'écoute, à la fois des ONG françaises, mais aussi des homologues dans d'autres pays. Parce qu'en fait, s'ouvrir au débat des ONG, de la société civile, des autres pays, c'est aussi une manière de comprendre comment la France est perçue justement chez nos voisins et comment les ONG elles-mêmes, d'autres pays européens, font remonter des messages, des perceptions à leur propre gouvernement. Donc je pense qu'il y a un aspect sur les ONG qui est évoqué dans le rapport, mais je pense qu'on pourrait pousser un peu plus loin, c'est cette idée que les ONG cibleraient plus particulièrement la France sur la question d'armement.
pas entièrement certaine que ce soit le cas parce que je pense qu'il faut aussi prendre en compte les ONG nationales dans les contextes nationaux. Le rapport ne regarde que les ONG transnationales, mais il faut voir que dans chaque pays, les ONG, enfin dans certains pays, les ONG nationales peuvent aussi exercer une pression assez forte sur les gouvernements. Donc c'est le cas par exemple au Royaume-Uni, il y a une organisation qui s'appelle Campaign Against the Arms Trade, CAT, qui est très forte, qui a amené justement à ce processus de judiciarisation que M. Maire évoquait au début. En Suède, c'est une ONG qui s'appelle Svenska Freds. Et c'est vraiment des ONG locales qui sont très fortes dans leur pays. Un autre élément qui n'est pas pris en compte, mais je pense qu'on peut aussi avoir en tête, c'est le fait que dans certains États, je pense à la Suède ou à l'Allemagne, il y a des liens qui sont encore assez forts, par exemple entre l'Église, les mouvements religieux et les partis chrétiens-démocrates. Ce qui peut expliquer que dans certains pays, les partis qui sont plutôt classés à droite, qui sont traditionnellement, je généralise, mais qui sont plus pro-business, pro-entreprise, vont tout de même être sensibles à des arguments d'organisation pacifiste dont les églises font partie. En France, ce n'est pas le cas, ce n'est pas exactement la même configuration. Donc, on va avoir plutôt des partis qui vont être moins perméables ou sensibles à ces sujets. Donc je pense que, pour résumer, la France pourrait aussi gagner pour montrer à nos partenaires que nous ne sommes pas complètement sourds à leur vision des choses en matière d'exportation, à mieux intégrer, ou en tout cas mieux s'ouvrir aux revendications des ONG. Et je pense que ça implique aussi de s'ouvrir à la question d'un niveau de contrôle européen des exportations qui est plutôt poussé par l'Allemagne, ne pas tout de suite fermer les portes à ces sujets. Merci beaucoup, Lucie, et c'est parfait parce que c'est une transition parfaite vers la question que je voulais poser à Jean-Pierre Molny. Donc, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Lucie à l'instant. Les Français doivent quitter cette idée que on va pouvoir faire la défense européenne tout seul. Et justement, il y a une idée qui est poussée par certains en Allemagne ou à Bruxelles, c'est l'idée de communautariser le contrôle des exportations d'armement. Et est-ce que, en définitive, ce serait pas la manière la plus efficace de permettre une intégration des bases industrielles de défense et de permettre justement de construire une autonomie stratégique européenne? Je vais revenir d'abord peut-être un petit peu en arrière et peut-être réagir un petit peu sur ce qui a été dit. D'une part, j'étais d'abord très intéressé sur la question de la sociologie parlementaire. Et je comprends bien que si on a, on va dire, une instance spécifique à un moment ou à un autre, on aura nécessairement des parlementaires qui se concentreront sur le sujet. Et peut-être que c'est une évolution nécessaire. Sur la question de la façon dont la France est perçue à l'étranger, je pense qu'à ce niveau-là, notre discours, on va dire très français, et qui est très compréhensible au niveau français, qui est de dire pour que notre base industrielle et technologique de défense continue comment dire, à exister et à préserver notre autonomie stratégique, il faut pouvoir exporter. Ce discours, il est très juste au niveau français. Mais il est perçu à l'étranger comme la France exporte pour des questions économiques. Et ça ne peut pas passer. Parce que nécessairement, ça va ça va se transcrire en la France, pour pouvoir faire vivre son industrie d'armement, fait n'importe quoi en termes d'exportation. Ce qui n'est pas la réalité, effectivement. Donc il faut que nos dirigeants et peut-être aussi notre administration fassent très attention à ça, parce qu'un discours qui va très bien passer au niveau français peut être destructeur en réalité au niveau européen. Sur la question de l'harmonisation en fait des politiques d'exportation au niveau européen, là je pense qu'il faut revenir, il faut faire quand même de la science politique, donc il faut revenir aux questions de base. Les politiques d'exportation, c'est une politique étrangère, ce n'est pas une politique économique. C'est d'abord une politique étrangère. Donc, oui, communautarisons au niveau européen. Est-ce qu'il y a une politique étrangère commune? Non. Donc, on ne va pas raser gratis et essayer de faire une politique étrangère commune spécifique sur la politique d'exportation, puisqu'on aura le plus petit dénominateur commun. En revanche, qu'est-ce qui se passe au niveau européen? C'est que, notamment avec le Fonds européen de défense, on est dans une phase où finalement la construction de l'Europe de l'armement et la consolidation industrielle, elle peut aller très vite.
et beaucoup plus rapidement, en fait, que l'harmonisation au niveau politique, des politiques d'exportation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut faire ce qu'on a commencé à faire au niveau franco-allemand avec le traité qu'on a signé avec les Allemands sur le sujet. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, encore une fois, ça va être la pratique. La pratique, ça va obliger à la fois les politiques et les administrations à dialoguer entre elles, ce qui n'était pas le cas. Et quand je dis dialoguer, ça va être du dialogue très très précis, y compris peut-être par rapport aux informations des services de renseignement sur les armées sur place, qu'est-ce qu'elles font avec les armes, comment elles sont utilisées, etc., etc. Les premiers échos qu'on a quand même sur le traité franco-allemand, c'est que ça fonctionne, ça règle beaucoup de problèmes. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose, ce type de traité, ou ce type d'accord, on va dire. Bon. Or, qu'est-ce qui va se passer? C'est que normalement, avec le Fonds européen de défense, on va être obligé de multiplier ce type de traité, ce type d'accord. Et ça, je pense que ça va permettre aux uns et aux autres de travailler de manière très pragmatique. C'est déjà dit dans le rapport, on a un accord avec les Britanniques dans le cadre des centres d'excellence sur les missiles. Et en fait, on va petit à petit rapprocher nos politiques d'exportation grâce à ces accords. Et on arrivera peut-être à un moment, effectivement, où on aura suffisamment rapproché dans des cadres intergouvernementaux, alors bilatéraux, minilatéraux, multilatéraux, etc., etc., les politiques d'exportation. Mais c'est sûr qu'on est, de toute façon, on est obligé d'avancer sur ces questions-là, parce que sinon, on ne pourra pas réussir la consolidation industrielle. Et que le paradoxe, c'est qu'on va réussir à, finalement cette consolidation industrielle en allant en fait vers une politique d'harmonisation des exportations d'armement. Et ce sera une excellente chose parce qu'on aura certainement quelque chose de beaucoup plus rigoureux et d'harmonisé. Mais sans dire du jour au lendemain, on va le transmettre, on va le passer au niveau européen parce que là, nécessairement, on ira à l'échec directement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vais peut-être proposer à Jacques Maire de réagir sur ce point spécifique. Est-ce que vous partagez l'approche de Jean-Pierre Molny et qu'est-ce que vous répondez à justement l'interpellation de Lucie Béraud-Sudreau qui dit qu'il ne faut peut-être pas complètement fermer la porte à une intervention européenne ou un débat européen au niveau européen donc sur cette question? On fait des propositions, nous, pour développer le débat européen. On a parlé des pays de la lettre of intent. On a parlé aussi du rôle du SEAE, de la convergence sur les rapports nationaux. Bon, il y a des choses à faire très concrètes pour se donner une culture commune. Maintenant, moi, je me mets à la place du député d'un pays qui ne vend pas d'armes, du député européen d'un pays qui ne vend pas d'armes, et qui se dit, mais pourquoi est-ce que j'irais prendre un risque de réputation ou de dérapage pour un armement qui est vendu par un pays qui n'est pas le mien, pour un théâtre d'opération dans lequel j'ai rien à faire. Et donc, on voit très bien que ce type de partage de politique de souveraineté n'est possible que pour ceux qui acceptent d'en prendre des risques collectifs. Or, aujourd'hui, il est pour moi extrêmement clair que sur les 27 pays, il n'y en a qu'une minorité qui se disent, il y en a pas mal qui vendent des armes, il n'y en a qu'une minorité qui se disent, oui, j'assume le fait de vendre des armes comme étant un instrument de présence internationale, j'assume qu'il y ait des risques, c'est quelque chose qui soit vraiment, je dirais, fait au grand jour, et je le fais d'une manière qui puisse faire l'objet d'un débat politique avec des collègues. Donc je pense que le périmètre pertinent, c'est vraiment celui-ci. Ensuite, vous voyez, on a le sujet qui vient de se passer sur la question des biens à double usage et des technologies de surveillance. Il y a eu ce vote le 9 novembre sur un sujet qui est extrêmement proche, qui est de dire, effectivement, il y a des technologies qui ne sont pas surveillées aujourd'hui au niveau multilatéral, et donc on propose de communautariser un tout petit bout de compétences là où vraiment le multilatéral est en retard. Alors, c'est possible
c'est possible parce que effectivement, il y a une forme de, quelque part, pas de faillite, mais de limite dans l'approche multilatérale, mais il y a aussi le fait que probablement sur des sujets comme le dual, ben, l'intérêt partagé est beaucoup plus fort, puisque tout le monde fait du dual par définition, et tout le monde en consomme, tout le monde en exporte. Et la révolution de la tech, elle se fait partout, quoi. Donc, de ce point de vue, voilà, je pense que c'est bien d'en faire un sujet de débat politique, il n'y a pas de problème, mais c'est encore plus important de trouver quels sont les cercles qui permettent de converger. Et quand je regarde un petit peu, moi, quels sont les États qui jouent un rôle clé dans les programmes d'armement européens, ce sont aussi en général ceux qui exportent. Ils ont différentes cultures, il y a des latins, il y a des nordiques, il y a des germaniques, il y a des anglo-saxons, il y a des gens qui sont mieux comme nous. Il y a déjà une Europe à cette échelle-là qui existe et qui est bien représentative de la diversité des 27 finalement. Merci beaucoup. Alors justement, vous évoquiez la question des biens à double usage et c'est vrai qu'en fait le régime actuel de contrôle des exportations d'armement et qui fait cette distinction en fait où on a deux régimes qui coexistent, un de contrôle des exportations d'armement, un de contrôle des exportations des biens à double usage. C'est un régime qui a été défini à une époque où finalement les frontières étaient plus claires, où les cycles technologiques étaient plus longs, le monde était peut-être aussi moins intégré. Est-ce que le contrôle des armements tel qu'il existe aujourd'hui, il vous semble encore adapté aux enjeux du XXIe siècle? Et dans quelle mesure est-ce qu'il vous semble qu'il devrait y avoir une réforme et peut-être un rapprochement justement sur cette question armement bien double usage? Ou est-ce que ça ne fait pas sens? Pardon, merci. D'abord, je pense qu'il y a des problèmes sur l'armement lui-même. Il y a des problèmes qui sont évoqués. Un des problèmes étant non pas la question de l'autorisation d'exportation, mais le suivi dans le temps. Et je pense qu'entre on ne peut rien faire et on met en place des programmes à l'américaine parce que nos clients sont nos vassaux, il y a quand même une ligne intermédiaire à trouver. Cette ligne, elle est, de mon point de vue, possible si on a le bon débat en amont de la vente. Une fois que la vente est faite, si on y attache quelque part des conditionnalités en termes d'accompagnement, en termes de dialogue politique, etc., c'est trop tard. Donc, il faut se dire de façon, à mon avis, plus systématique, même si j'en parle un peu à l'aveugle, parce que comme je le dis, nous n'avons pas, nous, les contrats de vente avec les conditions qui sont rattachées. Mais il me semble quand même que des questions très, très simples sur la capacité à faire prendre de la part de la partie achetante des engagements sur le stockage, le respect du droit international, etc., peuvent être vraiment développés. Bon, c'est juste un exemple. Alors, l'autre aspect, c'est effectivement le double usage. Nous, on a assisté de façon un peu surprise à deux trous béants dans la prise de conscience des problèmes de la part de nos interlocuteurs. Le premier, c'était la réelle incompréhension de la potentielle existence d'une responsabilité pénale pour les entreprises. Je pense que ce rapport, lui, a déjà fait son effet sur le sujet, puisque on a beaucoup d'interlocuteurs de l'industrie qui, depuis, ont commencé à réfléchir sérieusement quand on leur a montré des jurisprudences. Et puis, le deuxième point, je le dis là, effectivement, c'est l'incapacité de la part de quelques niveaux politiques que ce soit au niveau gouvernemental d'avoir un discours construit sur le double usage. On n'a pas trouvé concrètement un politique qui puisse comprendre et nous expliquer simplement. C'était quelque chose qui était vraiment... Or, notre perception, c'est que, un, évidemment, c'est très, très présent dans l'armement. Deux, la DGA française qui n'en peut plus, n'a pas envie de se mettre des enjeux administratifs de contrôle ou d'expertise technologique supplémentaire sur le dos, parce qu'elle a déjà des moyens limités. Donc ça, c'est... Troisièmement, vivons heureux, vivons cachés, ce sont des sujets qui sont pas visibles dans l'État. Je prends un exemple sur le sujet qui me semble, moi, le plus critique, parce qu'on l'a vu vraiment surgir de façon forte sur quelques théâtres d'opération comme la Libye, comme l'Égypte, comme la Chine. Ce sont des produits qui ne font pas l'objet d'un soutien à l'exportation, au sens sous-texte armée française. Ce sont des produits qui ne passent pas par la DGA. Ce sont des produits qui ne passent pas par l'attaché d'armement. Ils passent par les services qui ont à en connaître. Évidemment, c'est beaucoup plus discret, ça ne se voit pas. Et donc là, ce qui nous semble important, c'est deux choses. D'abord, c'est
d'adapter le contrôle au contexte des produits. J'en prends un petit exemple qui m'a été évoqué lors d'une discussion. Il se trouve que moi, j'ai travaillé un peu dans le big data et dans le service financier. Et donc, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont expliqué que quand on a des algorithmes, des logiciels, en gros, de préférence et de ciblage marketing d'une population sur, par exemple, ses préférences en matière de placement financier, d'épargne ou de crédit, il suffit globalement de garder des algorithmes à peu près équivalents, de les transformer ou de remplacer les datas financières par des datas d'opinion politique ou des datas de souveraineté pour faire de la discrimination massive de la population sur le critère que l'on souhaite. Donc ça veut dire qu'une PME de la tech qui fait du CRM ou du marketing en ligne peut, à travers les réseaux sociaux, peut cibler son produit et aller très très vite sur la souveraineté parce que pour elle, c'est une diversification. C'est très dangereux, c'est pas contrôlé, c'est pas vu en fait par les industriels concurrents qui ne sont pas dans le même espace concurrentiel, ce n'est pas connu de la DGA, ce n'est pas connu des autorités et ça peut arriver à tout le monde. Donc là, c'est compliqué et c'est pour ça que on propose là vraiment une très grosse remise à jour de la façon de fonctionner de ce contrôle à travers voilà, une inspiration qu'on a vue à peu près nous dans l'industrie, qu'on a discuté avec les gros acteurs du dual proche du militaire et qu'on a discuté aussi aux États-Unis où ils ont vraiment une tradition voilà, de blacklist plus ancienne que la nôtre. Il s'agit probablement d'aller vers un ciblage aussi des clients. Mais merci beaucoup et je vais maintenant me tourner d'abord vers Lucie Béraud-Sudreau et ensuite vers Jean-Pierre Molny, mais en fait je voudrais leur poser la même question justement sur le côté adapté du contrôle d'armement, des exportations d'armement tel qu'il existe aujourd'hui, et notamment cette question de la frontière qui existe entre le contrôle des exportations d'armement et le contrôle des biens à double usage. Donc je commence du coup. Oui. Ouais, très bien. Oui, je pense vraiment que c'est une question absolument essentielle et je partage tout à fait le constat qui vient d'être fait par Monsieur Maire et qui est dans le rapport qu'il a coécrit avec Madame Tabarot. On voit aujourd'hui que le champ des biens à double usage s'étend, ce qui entraîne une évolution des normes internationales, mais surtout un rapprochement des enjeux stratégiques avec l'exportation des matériels de guerre. Et j'aimerais d'ailleurs vous renvoyer à une publication récente de l'IRIS, qui parle d'écosystème de défense comme expression qu'on pourrait utiliser en glissant de l'expression de base industrielle de défense. Sur cette idée d'écosystème de défense, l'idée pas de moi, ça vient d'un rapport de l'IRIS, on n'est plus vraiment sur une séparation aussi nette du secteur industriel de défense versus le secteur civil ou dual. Il faut prendre en compte aussi toutes les petites et moyennes entreprises qui contribuent et qui innovent dans des domaines technologiques applicables à la défense. On est vraiment sur une période d'évolution très rapide, très intense du type de technologies qui servent le marché militaire. Donc cette distinction double usage et militaire s'efface vraiment de plus en plus. Il faut vraiment voir que les guerres du futur et même les guerres d'aujourd'hui sont menées en partie avec des technologies à double usage. Donc, mais comme il vient d'être rappelé, ces deux catégories, double usage et matériel de guerre, sont régulées par deux processus distincts en France. Et ce qui est, pour venir aux questions qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui est différent de certains de nos partenaires européens, où on va pouvoir trouver des systèmes qui contrôlent à la fois le matériel de guerre et le double usage. Donc en France, on va avoir les mêmes entités administratives, les mêmes entités ministérielles qui vont participer à ces deux procédures, mais selon des configurations bureaucratiques distinctes. Donc le rapport de M. Maire et Mme Tabarot fait ce constat. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées qui pourraient être des premières étapes effectivement intéressantes et que je pense voire même indispensables à mettre en œuvre. Donc il y a l'idée de la création d'une liste nationale des biens à double usage qui sont soumis au contrôle pour ne pas attendre donc les décisions qui sont prises au niveau multilatéral ou communautaire. Ce qui vient d'être rappelé par M. Maire, l'idée donc sur le modèle américain d'instaurer pour les biens à double usage un contrôle par client en publiant une liste d'entités soumises à un contrôle renforcé. Et enfin, c'est comme cette idée de délégation parlementaire qu'on évoquait tout à l'heure, prendrait en compte à la fois les matériels de guerre et le double usage. Mais sur la question du rapprochement des processus administratifs, donc le rapport propose donc une remise à l'ordre du jour en se référant à un précédent rapport qui n'avait pas été rendu public, qui date de fin 2013, début 2014.
Et je pense qu'en fait, j'aimerais pousser un petit peu plus rappeler un petit peu plus ce qui a été le contenu de ce rapport de l'époque, parce que je pense effectivement il contenait déjà des éléments qui pourraient être au centre du débat aujourd'hui, en plus de tout ce qu'on vient déjà de débattre, donc ça fait quand même beaucoup d'éléments, mais je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler. Donc ce rapport a été mené à l'époque sous la présidence de François Hollande. Il n'est malheureusement pas accessible à tous, mais de fait de mes recherches doctorales, j'avais pu à l'époque obtenir un certain nombre d'informations sur son contenu. Donc évidemment, je n'ai pas tous les détails, mais je pense qu'il pourrait être intéressant de publier ce rapport, de le rendre public, parce que certains aspects sont sans doute soumis au confidentiel défense, et dans ce cas, il faut les garder secrets, bien sûr. Mais s'il s'agit de discuter de processus administratifs, il me semble que ça pourrait être un sujet toutefois public. Donc, ce rapport, à l'époque, se penchait sur la question des rapprochements entre les processus SIEMG, donc matériel de guerre, et CIBDU, double usage. Et il venait en fait d'une proposition du candidat François Hollande lui-même, et qui avait ensuite été repris dans le livre blanc sur la défense en 2013, qui annonçait donc cette réflexion interministérielle sur l'efficience du contrôle et les synergies entre les différentes procédures existantes. Et l'idée était de viser à rassembler sous une même autorité les différents instruments de contrôle des technologies civiles et militaires à usage de défense et de sécurité. Donc la mission d'information qui en avait suivi avait identifié notamment des problèmes de manque de communication entre les différents services impliqués dans les contrôles. Par exemple, en notant l'existence de systèmes informatiques différents entre la SIEMG et la CIBDU, ce qui bien sûr ne facilite pas la communication des dossiers entre services. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ce qui était noté par cette mission d'information. Et elle proposait de créer une nouvelle autorité interministérielle qui aurait supervisé à la fois les matériels de guerre et le double usage. Donc, cette nouvelle autorité n'aurait pas remplacé les systèmes existants, mais aurait eu une vue d'ensemble sur leurs activités, aurait eu la responsabilité de répartir les dossiers entre la SIEMG et la CIBDU. Elle aurait joué un rôle de supervision et coordination des différents acteurs administratifs. Donc je pense que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure et ce qu'a mentionné aussi Monsieur Maire, je pense que ce processus de rapprochement apparaît toujours pertinent. Et donc ça vaudrait effectivement le coup de mettre aussi cette question sur la table, maintenant que ce débat commence à s'ouvrir grâce au nouveau rapport qui vient de paraître. Merci beaucoup, Lucie. Et Jean-Pierre, du coup, je vais vous poser la même question, mais peut-être avec en rebondissant sur cette proposition de créer des listes nationales. Est-ce que notamment sur les biens à double usage, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans un domaine qui est quand même marqué par une certaine communautarisation, puisqu'il y a un règlement qui encadre les exportations à double usage? Est-ce qu'on ne risque pas de renationaliser un domaine qui connaît déjà une certaine européanisation? On peut tout simplement partir de la liste européenne. Après, ça pose une question beaucoup plus large, qui est l'évolution du contrôle des exportations en tant que tel, avec des technologies qui évoluent. Autrefois, c'était très simple de distinguer des technologies civiles et des technologies militaires. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça, parce qu'on a effectivement des technologies qu'on va qualifier de sensibles, qui peuvent avoir un usage militaire. Avec une difficulté, c'est que votre technologie, elle n'est pas militaire en tant que telle, et que parfois les entreprises, elles-mêmes, ne savent pas qu'elles peuvent avoir un usage détourné. Donc il faut faire quand même assez attention à ce niveau. Alors je dirais qu'il y a deux choses. Il est évident qu'il faut rapprocher, dans cette logique de contrôle global, il faut rapprocher les deux contrôles, double usage et exportation d'armement. Il faut bien délimiter ce qui est sensible de ce qui n'est pas sensible. Parce que sinon, vous allez avoir une inflation du contrôle. Après, il faut mettre des personnels en face. Hein. Tout ça a un coût. Hein. Il faut faire attention à ces questions-là. C'est pas une question neutre. Hein. Faire du contrôle des exportations, il faut des personnels qualifiés. Et il en faut en nombre. Donc, c'est une question très pratique, mais qui est très réelle. La deuxième chose derrière, c'est qu'il faut quand même, et là je me mets peut-être un peu à la place des entreprises, il faut que le contrôle il soit protecteur des entreprises. Il faut que ce soit l'État qui prenne les responsabilités, sauf si l'entreprise, je dirais, fait une erreur manifeste dans ce qu'elle a exporté sans passer par, en fait, un contrôle. Voilà.
Mais là, ces questions-là peuvent créer une incertitude qui est très grande, sur lequel il faut faire très attention. Mais c'est sûr qu'on ne peut plus réfléchir dans une logique armement d'un côté, double usage de l'autre. Ce qui est important, c'est comment c'est utilisé par le pays à qui va être transférée la technologie. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et je propose de commencer à prendre peut-être des questions du public. Il y a énormément de questions qui sont posées via l'onglet qui est à votre droite. Et je vous remercie pour ces questions. Je vais donc pas pouvoir toutes les poser, mais il y a quand même un certain nombre de thèmes qui reviennent, qui sont récurrents. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la question de la compétitivité des entreprises et autour de la dépendance de ces entreprises aux exports. Alors j'entends le point que vous avez fait tout à l'heure, Jean-Pierre, sur le fait que les exportations d'armement obéissent avant tout à une logique de politique étrangère. Il y a quand même, il faut admettre qu'il y a quand même une logique économique à ces exportations, qu'on a des entreprises qui sont aussi dépendantes dans une certaine mesure de ces exportations. Est-ce qu'en fait, on ne devrait pas poser, et c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises dans les questions, est-ce qu'on ne devrait pas poser en fait la question du modèle économique des entreprises d'armement et reposer plus globalement cette question dans une question sur la compétitivité des entreprises? Je ne sais pas qui veut prendre la question en premier. Ouais, je veux bien dire 2 mots simplement Oui. de ce point de vue, pour rassurer les entreprises sur la portée du rapport, en me limitant à ça en fait, hein. Je crois que c'est important effectivement de clarifier quel est l'enjeu pour nous. Les entreprises, d'abord, elles sont vulnérables à un contexte. Elles sont vulnérables, elles le disent elles-mêmes, concernant la question des débouchés. La concurrence est de plus en plus forte avec des pays de moins en moins régulés. On le sait parfaitement, hein, que ce n'est pas les Européens qui aujourd'hui gagnent le plus de parts de marché, c'est les Chinois, c'est les Russes. Bon. Deuxièmement, les entreprises ont des problèmes d'accès au financement, d'accès aussi à la ressource humaine qui sont de plus en plus complexes. Ouais. Et elles ont un contrôle qui est rigoureux et qui finalement non seulement est rigoureux, mais en plus est respecté, hein. On a le contrôle ex post qui montre bien que le nombre de rappels à la loi est très important. On a tenu compte de tout cela. Et il nous semble, quant à nous, hors de question de créer une contrainte supplémentaire sur l'entreprise à travers ce dispositif. La contrainte qui peut exister, c'est la contrainte sur le gouvernement. Si on fait effectivement, on met en valeur auprès du gouvernement le fait que le choix qu'il a fait de soutenir tel ou tel type de partenariat apporte plus d'inconvénients que d'avantages, apporte beaucoup de risques et ne respecte pas ses engagements internationaux. Là, il peut y avoir un impact sur l'export. C'est un impact politique, mais ce n'est pas du tout je dirais, voilà, le rallongement d'un guichet supplémentaire. Voilà, à travers un guichet supplémentaire. En revanche, ce qu'on dit quand même, notamment ce qui peut être de ce point de vue plus soumis à débat, c'est qu'on dit que les sujets sont inégalement importants du point de vue de l'autonomie stratégique de la France et donc de l'intérêt du Parlement et de l'impact, je dirais, pour l'industrie. Si je prends ce que sont effectivement, la France dispose à elle toute seule de 95% de ce qui fait un armement moderne, du satellite au sous-marin, en passant par la chasse aérienne et bien même les missiles, etc. On voit bien que ce qui pose le plus de problèmes en termes de risque, droits de l'homme, de polémique, voire d'atteinte aux droits humanitaires, ce ne sont pas en général les gros systèmes. C'est le petit calibre. On n'en produit presque plus. On en produit encore de la haute précision, mais c'est le petit calibre. Là-dessus, on pense qu'il faut vraiment faire très attention. Il faut limiter au maximum son petit calibre. C'est l'armement terrestre léger qui peut être utilisé à des fins de répression de la population civile. Et c'est les questions relatives effectivement au double usage dans cette technologie de surveillance, où on se dit deux choses. C'est très attentatoire aux droits de l'homme, et en plus ça peut tomber dans les mains des terroristes, soit d'États terroristes, soit carrément terroristes tout court. Et deuxièmement, ça n'a pas d'enjeu finalement. Ça a un enjeu d'emploi pour les entreprises concernées, mais ça n'a pas d'enjeu en termes d'autonomie industrielle et stratégique. Autrement dit, il est totalement illusoire
de dire que la France peut s'acheter par son seul marché son autonomie totale en matière de sous-marins ou d'aviation de chasse. En revanche, la question se pose pour des petits projets, et je le dis franchement, et ça peut être dérangeant, des projets qui sont importants pour les boîtes en question, mais qui, sur le plan, je dirais, quantitatif, sont de quelques millions. Quand je parle de ces logiciels, on parle de logiciels qui sont inférieurs à quelques dizaines de millions. Donc, est-ce que oui ou non, on accepte de mettre sur le marché des instruments de souveraineté comme cela qui peuvent être utiles dans notre relation avec d'autres services? Mais est-ce que se désensibiliser de ce type de risque n'est pas finalement aujourd'hui quelque chose qui doit être posé sur la table du gouvernement? Voilà, ça c'est une question qu'on pose. Donc il y a quelques secteurs qui pourraient effectivement être concernés plus que d'autres par nos recommandations sur le plan économique. Jean-Pierre ou Lucie, est-ce que vous voulez peut-être rebondir? Oui, je veux bien dire un mot sur le sujet. Oui. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques Maire. On n'est pas en train de dire tout blanc ou tout noir. Et quand j'ai parlé de compétitivité économique, j'ai dit attention vis-à-vis de nos voisins européens, du discours que l'on tient vis-à-vis de nos partenaires européens. Le discours français, je le comprends tout à fait. Maintenant, si on regarde, en fait, on va dire clairement, les matériels et les pays à problème. Donc, les matériels à problème, Jacques Maire vient d'en parler. Les pays à problème, on a effectivement l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ce n'est pas plus de 10% des exportations de la France. Et les matériels qui peuvent éventuellement poser problème sur les exportations à l'Arabie Saoudite, je suppose que ça ne fait pas plus de 10% de 10%. Et 10% de 10%, ça fait 1%. Et donc, après, s'il y a des difficultés, on trouvera, je pense qu'on trouvera des moyens si on s'interdit d'exporter certains matériels. En revanche, si vous vous retrouvez avec un armement français d'une entreprise X ou Y, dont on va prouver par A plus B que le matériel a été utilisé contre les droits de l'homme, en violation du droit humanitaire, je peux vous dire qu'en termes d'image de campagne internationale, ça peut être extrêmement douloureux pour l'entreprise. Et on n'est plus dans le monde des années 90 où on pouvait se permettre ce genre de choses en disant il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il y a un risque. Donc, est-ce qu'on est prêt, j'ai envie de dire, à sacrifier, plutôt à ne pas sacrifier un pourcentage infinitésimal de nos exportations pour avoir des risques de réputationnels? À mon avis, non. Il ne faut pas prendre ce type de risque aujourd'hui. Et la question de la compétitivité économique et de l'autonomie stratégique de la France, mais ce discours, oui, bien sûr, j'ai envie de dire, on le tient tous, moi je le tiens, effectivement. Merci beaucoup. Lucie, je ne sais pas si vous souhaitez Ouais. rebondir. Donc pour dire juste que je souscris à ce que Jean-Pierre Molny et Monsieur Maire viennent de dire, juste un petit mot juste pour des chiffres un peu qui sont vraiment au global. Donc effectivement, après les situations d'entreprises individuelles peuvent varier et peuvent être plus ou moins sensibles à certains refus d'exportation. Mais si on prend des calculs qui avaient été faits dans un rapport au Parlement européen il y a quelques années, la dépendance à l'exportation, je parle donc effectivement sur l'industrie de défense au global, en France, c'est environ 25%. Donc sur la dépense aux exports, donc tout ce qui est intra-européen et extra-européen. D'autres pays, par exemple la Suède, est dépendante aux exportations à hauteur de plus de 60%. Or, la Suède a dans l'ensemble une politique plus restrictive que celle de la France. Donc sur cette question un peu de la dépendance à l'export, je pense qu'il y a quand même effectivement une marge de manœuvre. Donc comme disait Jean-Pierre Molny, il faut effectivement mettre en balance l'idée de 1% des exportations versus le risque de réputation. Pour une entreprise individuelle, pour une PME, ça peut avoir un impact, mais il faut aussi prendre en compte cet aspect, on va dire, un peu plus global sur cette question. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une question de Frédéric Moreau qui revient notamment sur. On a beaucoup. Enfin, vous avez évoqué, monsieur le député, le fait que les évolutions que vous proposez sont des évolutions très progressives, qui ne constituent pas une rupture. Et la question de Frédéric Moreau, c'est est-ce que l'intervention du juge pénal français ne pourrait pas constituer un game changer, comme ça a été le cas au Soudan, en inculpant les dirigeants de la BNP Paribas?
Alors, premièrement, ce n'est pas une rupture juridique, ce n'est pas une rupture institutionnelle, c'est une rupture symbolique. Donc, j'accepte, je reviens un tout petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'accepte la notion de rupture dans le symbole. Simplement, voilà, ce n'est pas un bouleversement. Si c'était perçu comme ça ne devrait pas. D'autre part, soyons prudents, le gouvernement n'a pas encore donné sa réponse. Tant qu'il n'a pas donné sa réponse, nous ne stipulons pas pour autrui, donc nous n'aimons pas non plus que le gouvernement parle au nom du évidemment. Alors, par rapport à ça, je suis assez prudent, moi, sur le pénal à court terme, parce que il faut prouver à la fois, c'est la démonstration de la faute pénale est quelque chose qui est complexe, qui suppose l'intentionnalité dans la commission de la faute. Et donc, il faut que l'entreprise non seulement ait fourni des armes à quelqu'un qui les a utilisées pour commettre un crime de guerre, mais il faut être sûr que ce crime a été fourni par les armes, ça on peut peut-être y arriver, mais il faut être sûr que l'entreprise avait la pleine conscience que ce crime allait être commis et qu'elle a donné les armes avec l'intention d'aider l'acheteur à les commettre, ce crime de guerre. Cette intentionnalité, elle est vraiment très, très compliquée à obtenir et je pense qu'elle est même aujourd'hui non démontrable. Mais regardez ce que sont les évolutions de jurisprudence dans la durée. Regardez un petit peu ce qu'a été l'évolution du Conseil constitutionnel sur des questions de liberté publique, par exemple, y compris en matière de lutte antiterroriste, hein, donc on peut être sur des sujets sensibles. Donc, moi, mon sentiment, c'est que le juge administratif est dans une situation qui est relativement solide encore, et on a le temps. Le juge pénal, aujourd'hui, le TGI de Paris considère des plaintes pour accusation de crimes de guerre d'une entreprise comme étant recevables. Il les examine et probablement, d'ailleurs, il ne retiendra pas l'incrimination. Mais déjà, elles sont recevables. Donc, imaginez maintenant qu'un juge de première instance, au niveau du pénal, fasse même quelque chose qui soit condamné en plus, qui soit annulé en plus en cour de cassation, le risque de réputation est déjà là, en fait. Donc, je pense qu'à l'échelle de 10-15 ans, personne ne peut prévoir la perméabilité entre le souci humanitaire et la mentalité des juges pénaux, comme les juges constitutionnels sur d'autres sujets. Et d'autre part, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une très grosse condamnation pour créer un risque de réputation. Merci beaucoup. Jean-Pierre, vous vouliez rebondir. Oui, peut-être ajouter un mot sur le sujet. Tout à l'heure, j'avais peut-être l'impression d'être un fossoyeur du complexe militaro-industriel. Là, je vais être le fervent défenseur du complexe militaro-industriel. Il faut absolument protéger les entreprises contre tout risque pénal sur le sujet et il faut s'abriter derrière le contrôle étatique. Parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes aujourd'hui de financement de l'industrie de défense à trouver des investisseurs. Si en plus vous allez dire aux investisseurs et aux patrons d'entreprise, bah vous allez vous retrouver condamnés dans les tribunaux, mais tout le monde va te fuir. Plus personne ne voudra faire de l'industrie de défense. Donc il faut que le contrôle il soit extrêmement rigoureux et il faut trouver un moyen juridique, d'une manière ou d'une autre, de protéger les entreprises, sauf encore une fois, si elles ont fait une erreur manifeste et si, par exemple, elles ont exporté sans obtenir une licence d'exportation. Mais sinon, c'est impossible à gérer hein, si vous décidez que l'entreprise est responsable. Leur travail, c'est quand même de fabriquer des armes, et les armes, qu'on le veuille ou non, elles sont faites pour tuer. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens d'une certaine manière. Je voudrais commenter ce que vient de dire Jean-Pierre, parce que c'est un vrai problème, y compris l'interprétation de ce qu'est un contrôle parlementaire. Et là, il y a une ambiguïté dans ce que sont y compris les attitudes des ONG. Elles souhaitent un contrôle parlementaire. Est-ce que c'est pour améliorer la gouvernance? Peut-être. Est-ce que c'est pour permettre d'avoir une transparence permettant d'alimenter les contentieux? Je pense que ce n'est pas exclu pour certaines. Et c'est ça, la limite de ce que nous souhaitons faire. C'est-à-dire qu'il est hors de question que le contrôle parlementaire soit un instrument à alimenter les contentieux en fournissant à travers le processus de dialogue et de transparence plus d'éléments de preuve. Ça, c'est pas possible. Donc, clairement, c'est une ligne rouge pour nous. En revanche, on est assez dubitatif sur la possibilité
d'encadrer la responsabilité pénale. Ça n'existe pas, à notre connaissance. On a regardé un petit peu ce sujet. La responsabilité pénale, elle est individuelle, elle est sur une personne, elle est imprescriptible, elle est permanente. Aujourd'hui, c'est la jurisprudence qui protège du point de vue de l'intentionnalité. Mais se dire qu'il y a une espèce de garantie comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de très près, mais on n'a pas vu, nous, d'opportunité pour traiter ce sujet dans le cadre du rapport. On n'a pas vu de moyens pour agir dans ce sens-là. D'autre part, il y a quand même une dynamique là aussi législative, internationale, en matière de responsabilité client-fournisseur, donneur d'ordre, etc. C'est tout ce qui concerne la responsabilité des multinationales. Et de ce point de vue, l'armement n'est pas du tout une exception. Et donc, si on progresse dans ce domaine concernant les multinationales pour des activités qui sont beaucoup moins dangereuses pour les droits de l'homme, en matière de droit du travail, en matière de droit du consommateur, ce serait très étonnant, de mon point de vue, qu'on puisse en exonérer un des secteurs aussi sensibles que celui-là. Merci beaucoup. Lucie, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette question. Alors, moi, je vais passer à la question suivante qui fera le lien d'ailleurs avec ce qui vient d'être évoqué, et qui est une question de Michel Cabirol, qui demande s'il ne faut pas que l'UE se dote d'un parquet financier, type parquet national financier, pour mettre de l'ordre, de la rigueur dans la compliance de l'ensemble des pays européens dans le domaine de l'armement. Et est-ce que c'est une piste qui vous semble intéressante à creuser? Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur cette question? S'il n'y a pas de remarques, de réponse particulière, moi j'avais une question du coup sur les suites qui vont être données à ce rapport, et sur notamment des éléments sur la mise en œuvre des recommandations. Et c'est des questions qui reviennent dans les questions qui sont posées. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Maire, le fait que le gouvernement n'avait pas encore réagi ou fait connaître son opinion quant à l'ensemble de vos recommandations. Est-ce que vous avez tout de même un certain nombre d'éléments sur justement, l'avis de ce rapport, et sur la possibilité de la mise en œuvre des recommandations qu'il contient? Si vous regardez les personnes qui ont été interrogées, à la fin, dans l'annexe, vous voyez qu'on a parlé avec tout le monde. Alors même si il n'y a probablement pas 100% des gens avec qui on a parlé, mais bon, l'essentiel y est. Donc ça veut dire que ce rapport a été extrêmement concerté. 2 ans, ça prend du temps, et donc ça permet vraiment d'aller au fond des choses. Ce que nous avons sorti comme proposition, c'est ce qui nous semble être le plus proche possible d'un consensus entre Assemblée, Sénat et gouvernement. D'un consensus entre ce qui peut être considéré comme acceptable aussi par les industriels, par les ONG et par les partis, les partis qui concourent à la communauté nationale. Et on l'a fait dans cet état d'esprit. Donc, il faut bien voir que dans notre esprit à nous, la volonté, c'est non pas qu'il y ait, je dirais, un travail législatif très important qui prend du temps, 18 mois avant les présidentielles, dans un contexte de Covid, etc. C'est qu'on puisse démarrer tout de suite, de façon assez opérationnelle, en étant sur le plan juridique le plus léger possible. Donc, ce qui est demandé en fait au gouvernement dans ce contexte-là, c'est simplement un décret pour permettre au gouvernement d'organiser, de mettre à disposition un canal de dialogue avec l'Assemblée qui soit spécifique, qui soit dédié. Et ce qu'on demande de l'autre part, c'est à ce que l'Assemblée et le Sénat, alors si jamais le Sénat ne veut pas, l'Assemblée tout seul, c'est pas très grave, s'organisent pour constituer cette communauté de travail au sein de l'Assemblée entre les commissions défense et affaires étrangères. C'est très peu de choses. Donc, il faut faire en sorte que ça ait lieu. Si ça a lieu, je dirais, de mon point de vue, le reste des propositions importe peu.
ce sera le sujet de travail de ce dialogue et de cette commission. C'est-à-dire qu'il y aura probablement des choses qui pourront être dites dès le début, avec un accord du gouvernement peut-être pour améliorer le rapport sur tel ou tel point. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être dites et qui, globalement, ne sont pas extrêmement difficiles à obtenir. Mais le vrai enjeu, c'est de créer une dynamique. Et par rapport à cela, la question de la délégation parlementaire, elle est complexe, si jamais on commence par le biais institutionnel. Faut-il y mettre ou pas dans le même panier la DGA, l'état-major et le renseignement, alors que le renseignement est tout seul dans son côté au sein de la DPR? Faut-il impliquer des commissions qui ne sont pas forcément partie prenante du sujet? Aujourd'hui, la DPR, la commission des lois, par exemple, elle est sur le renseignement. La DPR, c'est la délégation renseignement. La commission des lois est sur le renseignement, elle n'est pas sur la délégation armement. Donc, on est pour quelque chose de très simple, qui commence très vite, qui puisse contribuer à faire en sorte que, à l'occasion de la prochaine échéance du rapport annuel, il puisse y avoir déjà des éléments concrets amenés au débat. Voilà, et donc je n'ai pas répondu à votre question parce que je ne réponds pas à la place du gouvernement, mais on a fait tout pour que ce premier pas soit possible. Alors s'il n'était pas possible, je le dis franchement, ce serait un échec pour la majorité. Merci beaucoup, monsieur le député. Et je vais juste me tourner vers Jean-Pierre et vers Lucie, puisque en fait vous avez répondu à la question que je voulais vous poser juste après, qui était quelle était la mesure phare qui vous semblait de votre rapport. Et je comprends que c'est l'établissement de ce lien, de cette dynamique qu'il faut mettre en œuvre. Alors, je vous sur la deuxième. Oui, c'est vraiment la question de cette dynamique, elle doit aussi traiter de façon aussi importante le double usage. Ok. Ça. Très bien. Et du coup, je voulais retourner la question à Jean-Pierre Molny et à Lucie Béraud-Sudreau. Vous avez lu le rapport de Jacques Maire et de Michel Tabarot. S'il ne devait rester qu'une proposition, laquelle vous semble la plus importante ou la plus emblématique? Je vais commencer, Jean-Pierre. Ouais. Je pense que c'est difficile parce il y a une trentaine de propositions et qui sont toutes vraiment à la fois intéressantes et importantes. Donc je vais tricher, je vais en dire deux et les mettre sous deux étiquettes. Donc effectivement, le renforcement du rôle du Parlement, qui je pense effectivement essentiel pour ce qu'on disait au début sur le débat démocratique, le contrôle démocratique. Et aussi, donc, cette idée de la transparence, il faut ce débat public, il faut qu'il existe. Et je pense que les mesures proposées vont vraiment dans le bon sens à ce niveau-là. Et juste un mot pour conclure, historiquement, on sait que parfois les rapports parlementaires, malheureusement, finissent dans les tiroirs, mais j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas de celui-là. Merci beaucoup, Lucie. Jean-Pierre, même question. Je pense que ce ne sera pas le cas, effectivement, parce que sinon, le rapport servirait vraiment à rien, si je puis dire, et ce serait quand même problématique. Et pour le coup, moi, je ferai la même réponse que Jacques Maire. Il est évident que c'est le renforcement du contrôle parlementaire qui est important. Et la question double usage, exportation d'armement est importante. Le renforcement de la transparence, j'ai presque envie de dire que sans le rapport, on aurait pu le faire. C'est-à-dire qu'il suffit non, mais c'est vrai, il suffit de regarder ce qui se fait à l'étranger. On avait un standard qui était très bon. On a un standard qui est moins bon aujourd'hui. Donc, il faut regarder à chaque fois quelles sont les marges de manœuvre, les marges de progression. Et le rapport, effectivement, il identifie un certain nombre de marges de progression. Tout en restant dans le respect pas d'informations classifiées, pas de secret commercial mis en évidence, etc., etc. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup à vous trois, à mes trois panélistes, donc Jacques Maire, Lucie Béraud-Sudreau, Jean-Pierre Molny pour votre participation ce soir à cette visioconférence. Je voudrais rappeler merci aussi à vous qui avez été très nombreux à nous suivre. Vous avez été plus de 300 ce soir à nous suivre. Je vous rappelle que le rapport Maire Tabarot est disponible dans l'onglet sur votre droite, dans l'onglet documents à distribuer.
Je voulais vous remercier de votre assiduité et je voudrais remercier une fois encore notre partenaire Confrontation Europe pour cet événement que nous organisons, donc que nous co-organisons, l'IRIS et Confrontation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore et à bientôt.